CNN, qui n'est pas le moins bien informé, dit le président Trump est de plus en plus enclin à utiliser les moyens militaires pour frapper les installations nucléaires iraniennes et c'est à l'idée d'une solution diplomatique pour mettre fin à l'escalade du conflit entre Téhéran et Israël, déclare à CNN 2 responsables au courant des discussions en cours à la Maison-Blanche. Non, ce qui est absolument fascinant, c'est la manière dont Donald Trump se fait embarquer dans cette histoire. Si effectivement il décide d'y aller, il y a un très long article du New York Times de ce jour, très, très fouillé, qui raconte un peu la manière dont ça s'est passé, parce que ça fait quand même des années, donc plusieurs présidences des États-Unis, que Benjamin Netanyahou veut attaquer le programme nucléaire iranien. Et il a vu en Donald Trump, version deuxième mandat, une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'il s'est dit, le renseignement américain est venu voir Donald Trump en disant, cette fois-ci, Benjamin Netanyahou va y aller, que vous soyez avec lui ou non, il va le faire. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de terminer le boulot. Et donc, c'est là qu'intervient à la fois Donald Trump avec sa personnalité et son ego, où sans doute que Benjamin Netanyahou lui dit, écoutez, si vous voulez faire l'histoire, c'est maintenant. D'où peut-être ce ton grandiloquent où Benjamin Netanyahou lui dit « Nous avons fait le boulot difficile de nettoyer toute la défense antiaérienne et de mollir le terrain. Il suffit que vous survoliez avec vos B2 et vos GBU 58, ou 57 plutôt, pour terminer le travail. » Après, il a probablement des militaires qui disent « C'est peut-être pas si simple que ça. » Donc il faut réfléchir, Monsieur le Président. Mais en fait, quel choix ont les Israéliens et les Américains aujourd'hui, maintenant qu'ils sont allés, enfin surtout qu'Israël est allé aussi loin, parce que arrêter cette guerre sans complètement mettre à genoux le programme nucléaire iranien, ce sera donner aux Iraniens l'encouragement dont ils ont besoin pour créer une bombe rapidement. Donc là, aujourd'hui, on en est après 5 jours de bombardement. Je crois qu'il n'y a pour les Israéliens, il n'y a plus le choix et les Américains vont être obligés de les suivre parce que les Américains ne veulent pas que l'Iran ait la bombe. Donc je crois qu'on va voir très rapidement une intervention américaine. Alors moi j'ai 2 questions quand même. C'est comment on définit la victoire ? C'est quoi la victoire ? Comment on définit qu'on a atteint les objectifs ? Comment on s'assure, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, que les installations ont été détruites? Et la deuxième chose, c'est qu'on bombarde, très bien, et qu'est-ce qui se passe si l'Iran ne cède pas et que le pouvoir reste en place? On bombarde, et puis ça dure quoi? Des semaines? Et ensuite, and so what? Moi, je pose quand même vraiment la question. Je veux dire, ce genre d'opération aérienne, elle a quelque chose qui porte la possibilité de l'échec stratégique en soi, à la fin. Donc, il faut quand même... c'est pas la solution à tout. Mais là, ils sont dans un engrenage. Mais c'est l'engrenage, oui, c'est bien ça. C'est Lieberman, c'est lui. Ils n'ont plus le choix, effectivement, mais ça remonte quand même au 7 octobre. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, les Israéliens se sont battus contre le Hamas. Ensuite, ils se sont battus contre le Hezbollah qui les attaquait. Ils se sont battus contre les Houthis. Ils sont intervenus en Syrie. Et maintenant, évidemment, puisque les tentacules ont été éliminés, ça fournit l'occasion à Israël d'intervenir, donc de frapper la tête de la poulpe. Et c'est pas uniquement parce que c'est Donald Trump. Je crois que si cette occasion était intervenue auparavant, il l'aurait fait avec Biden aussi. Alors juste une nuance, tous les verbes, vous les avez conjugués au passé composé, vous pouvez les conjuguer au présent de l'indicatif. Ils se battent encore à Gaza, ils bombardent encore le Liban, ils bombardent encore la Syrie, ils bombardent encore le Yémen, et maintenant ils vont bombarder. Bien sûr qu'ils les ont affaiblis, mais ils n'ont pas gagné. D'où la question du général, comment définit-on la victoire et ont-ils les moyens de mener 450 000 personnes pour tenir, je crois que c'est sur 7 fronts, c'est très très peu. Et puis ça mobilise une partie de la société civile, laquelle est importante pour l'économie. Ce que disent les Israéliens, c'est qu'ils espèrent que c'est la dernière guerre. Mais donc, nous, en 14-18, on espérait aussi que c'était la der des der. Oui, ça marche jamais, ça c'est clair. On ne peut pas dire que ça marche jamais. Ils ont des ennemis, ils ont ces 7 fronts. Et ils ont le sentiment maintenant de s'attaquer au cœur. Alors, on ne sait pas comment ça va se terminer. De toute façon, ça dure depuis 4 jours ou 5 jours. Oui. Et depuis 1948. C'est ça. Mais entre-temps, ils ont quand même conclu un certain nombre d'accords bilatéraux normalisant les relations avec beaucoup de pays de la région. Il restait ce front-là. Israël ne peut pas devenir la puissance de référence au Moyen-Orient. Parce que c'est ça. S'ils gagnent cette guerre, à définir la victoire, Israël devient la puissance dominante du Moyen-Orient. Ça n'a presque aucun sens, en fait.
Samantha Bender, vous disiez à quel point les heures qui viennent seront peut-être marquées par l'intervention américaine, et vous aviez l'air d'aller dans ce sens. En tout cas, c'est aussi les Iraniens qui frappent très durement, qui tentent de frapper très durement la capitale Tel Aviv. Environ 10 missiles balistiques ont été lancés depuis l'Iran vers Israël lors du dernier barrage. La plupart d'entre eux ont été interceptés, c'est le responsable militaire israélien qui l'a déclaré. Et regardez bien les images qui suivent et prêtez aussi bien l'oreille au son. C'est Thibaut Brook, notre envoyé spécial, qui a filmé ces images tout à l'heure pendant l'attaque iranienne. Voilà, bravo à Thibaut pour la qualité du moment qui est saisi. Effectivement, moi je suis très surpris. On voit, ça va pas, pardon, c'est une vraie question de Béotien. On a l'impression que ça va pas si vite que ça, puisqu'on a le temps de voir le missile. Ah oui, mais quand vous voyez passer un avion dans le ciel, c'est pareil. Hein. Vous avez l'impression qu'il est mobile quasiment, et pourtant il vole à 900 km/h. Mais ce qui est intéressant, vous voyez d'ailleurs, les missiles d'interception vont plus vite. Il les rattrape et puis il les intercepte. Là, et visiblement, il y a une très très grosse qualité de la défense anti-aérienne au-dessus de Tel Aviv ce soir. Mais 10 missiles, effectivement, si c'est que 10 missiles, c'est vraiment peu. Alors, est-ce que c'est une capacité résiduelle? Est-ce que c'est une reconfiguration en entendant mieux? Je ne sais pas. Là, il faudra observer les jours suivants. On entendait dire que les Iraniens avaient encore 3000 missiles. C'est quelque chose de cet ordre-là. Oui. Si c'est le cas, ils peuvent tenir. Mais on ne sait pas combien ont été détruits, combien sont opérationnels. Et puis on a détruit les lanceurs. Hein. C'est pas, il ne s'agit pas d'avoir les missiles. Il faut des lanceurs. Donc effectivement, pour le moment, il y a que des évaluations. Maintenant, le renseignement est toujours optimiste. Moi, dans ma carrière militaire, j'ai déjà remarqué que le renseignement, il a toujours tendance à maximiser les pertes chez l'ennemi qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Comment l'opinion américaine suit ou ne suit pas Donald Trump? Écoutez, vous disiez tout à l'heure, une partie de son électorat ne veut pas la guerre. Et en particulier Tucker Carlson. La séquence est tout à fait intéressante. Il invite Jeffrey Sachs. Dites un mot, je ne sais pas qui peut dire un mot de Jeffrey Sachs qui représente aux États-Unis. Jeffrey Sachs, c'est un économiste. Et à ma connaissance, est devenu un agent de Vladimir Poutine, quasiment. Et comme il est très intelligent, il reprend le narratif poutinien avec une brillance et une force de conviction incroyable. Je ne vous le recommande pas. Sylvie Berman. Mais je ne pense pas que ce soit un agent de Vladimir Poutine, mais c'est vrai qu'il a un discours très pro-russe. Mais on n'est pas nécessairement agent de quand on a des convictions. D'accord. Mais il a aussi c'est vrai qu'il a aussi un discours extrêmement violent contre Netanyahou depuis le début des opérations militaires. Et écoutez-le effectivement, parce que Tucker Carlson, qui était le grand propagandiste en fait de Trump, sur ce point-là, a complètement divergé de Trump. Ils sont très opposés, ils s'insultent, ils sont pas loin même de s'insulter. Et regardez ce que ça donne. Le Pentagone disposait d'une liste de régimes que les néoconservateurs ou l'État profond des États-Unis voulaient éliminer. Il s'agissait du régime de Bachar al-Assad, considéré par Netanyahou et par l'État profond américain comme un client de l'Iran, du Liban, du régime de Saddam Hussein et du régime iranien. Il s'agit d'actions présidentielles. Si on regarde la guerre d'Irak de 2003, nous savons aujourd'hui que cette guerre n'a pas seulement été menée sous de faux prétextes, avec des armes de destruction massive qui n'existaient pas, elle s'est faite sous des prétextes complètement bidons. Voilà, effectivement, c'est l'opposition à cette guerre qui dit, comme en 2003, en réalité c'est un faux prétexte, c'est une guerre trompeuse.
Bah oui, je ne sais pas si Jeffrey Sachs est un agent russe, mais en tout cas, ce qu'il dit là est factuellement pas complètement faux. Effectivement, on se souvient de prétextes d'armes de destruction massive qu'aurait détenu l'Irak et qui justifiaient l'intervention américaine, en tout cas aux yeux des autorités de l'époque et devant les Nations Unies. Et d'ailleurs, les pays occidentaux à ne pas avoir suivi n'étaient pas si nombreux, et on peut rendre hommage pour une fois à Dominique de Villepin sur ce point-là. Et, je ne suis pas sûr que vous voterez pour lui en 2027 pour autant, mais si... Heureusement, il n'est pas encore candidat, donc je suis à l'abri d'une bonne surprise. Mais pour en revenir à notre sujet, effectivement, il y a chez Tucker Carlson, depuis plusieurs jours, des déclarations très, très fortes en disant « Laissez les Israéliens se débrouiller tout seuls, ce n'est pas notre affaire ». Et c'est là qu'on voit que Steve Bannon aussi est extrêmement offensif sur ce point-là. Et cette opposition au sein du Parti républicain, mais elle est, j'allais presque dire, elle est vieille comme ce parti, quoi. Qui oscille sans arrêt entre isolationnisme et impérialisme. Cet argument qu'on comprenne bien, cet argument de dire c'est la suite d'un vieux projet américain de faire tomber tous les régimes considérés comme un peu ennemis, quoi. Est-ce qu'il y a une logique à ça ? Moi, je ne pense pas que ce soit dans la logique de Trump, parce que Trump n'aime pas les changements de régime. Lui, il aime faire des deals. Et là, Trump est un peu pris au piège, parce que pour lui, le changement de régime, c'est pas bon, mais l'Iran qui a la bombe, c'est pas bon non plus. Et contrairement, par contre, à l'Irak en 2003, c'est que même les inspecteurs de l'ONU en 2003 disaient il n'y a plus rien. Le régime irakien a démantelé son programme et nucléaire et chimique. L'Iran n'a pas démantelé son programme nucléaire. On n'a pas parlé du programme chimique de l'Iran ce soir, qui est aussi ciblé par les Israéliens. Donc il ne faut pas non plus dire que parce que l'Irak c'était mauvais, l'Iran c'est pas bon. Moi je n'aime pas l'idée du tout d'un changement de régime parce que j'étais à l'intérieur de l'OTAN quand la guerre en Irak a eu lieu. Ça m'a un peu traumatisée parce que j'ai été totalement opposée à cette guerre. Mais donc, si vous voulez, il y a quand même des différences entre l'Irak et l'Iran. Mais par revenir aux États-Unis, il y a énormément de propagandistes MAGA qui sont totalement contre cette intervention. Il y a aussi Charlie Kirk, qui est un grand YouTuber très proche de J.D. Vance, qui est parti avec J.D. Vance au Groenland, qui de plus en plus se prononce contre une intervention américaine. Et J.D. Vance, lui, était contre. Là, aujourd'hui, il a fait un très long tweet de soutien à Trump. Mais forcé. Mais on sent vraiment qu'il n'a pas vraiment envie de le faire. Donc oui, il y a des dissensions à l'intérieur du parti. Mais oui ou non, sur le fond, vraiment, sur le fond, oui ou non, est-ce que vous considérez qu'on peut comparer à la guerre d'Irak ? Il faut écouter ce que disait hier sur notre antenne. Ça a été très abondamment commenté sur les réseaux sociaux, favorablement ou défavorablement. Gérard Haro, l'ancien diplomate, votre collègue diplomate, il disait en substance, oui, c'est le sketch, c'est le scénario de 2003 qui en partie se répète, c'est-à-dire un prétexte qu'il conteste et une guerre aventureuse. Il parle de délire quand il s'agit de certains points et il parle de terrorisme dans l'idée d'assassiner Khamenei. Écoutez-le. Je rappelle parce que tous les services de renseignement occidentaux, y compris la CIA, ont dit publiquement que les Iraniens n'étaient pas engagés dans la fabrication d'une arme nucléaire. Et ils le disaient encore il y a quelques semaines. Voilà. Donc il n'y avait pas, vous savez, pour justifier une attaque préventive, puisque l'attaque israélienne est préventive, il faut que la menace que l'on veut prévenir doit être immédiate et substantielle. Il n'y avait pas de menace immédiate et substantielle pour justifier l'attaque israélienne à ce moment. Est-ce que vous entrez dans le raisonnement de Gérard Haro disant il n'y avait pas de menace immédiate et on l'entendra peut-être plus tard, il ajoute à ça en réalité, si vous avez aimé l'Irak, formule plaisante, ce sera pire encore pour l'Iran. Moi, je crois que... Je ne sais pas s'il y a une menace substantielle. Je veux dire, on n'est pas dans les installations. Les gens qui ont des certitudes, qui me disent là, ils vont pas tarder, ils vont attaquer demain, ils vont avoir la bombe demain, etc. Je pense que l'Iran voulait la bombe. Est-ce qu'ils étaient sur le point de l'avoir dans les mois, dans les années ou dans les semaines qui viennent ? Franchement, je n'en sais rien. C'est quand même très, très difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une différence entre 2003 et 2025.
c'est que en 2003, il y a un vrai mensonge voilà. J'ai toujours raconté, moi j'avais un soldat, un officier quand j'étais au Kosovo, qui en mars 2022 m'a dit je pars faire la guerre en Irak et je serai déployé en septembre prochain, et il est parti, il a été déployé, et alors qu'on était encore en train de discuter, voilà. Et là en 2025, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus assumé, voilà, on va faire la guerre et puis je vous emmerde, voilà, c'est un petit peu ça. Je crois que la grosse différence, c'est que Trump n'a pas envie de faire cette guerre, et là il est obligé d'y aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est allé trop loin. Et là l'Iran, d'après tout ce que j'ai lu de grands spécialistes, y compris de l'AIEA, c'est que l'Iran pourrait avoir de l'uranium enrichi à 90%, donc pour faire une bombe, mais très rapidement, si elle en prend la décision, elle n'a pas pris la décision jusqu'à présent. Ensuite, il lui faut une bombe. Là, elle serait capable d'avoir une bombe type Hiroshima qui doit être lancée soit par un avion, soit par un camion. Mais le consensus semble être que pour être au point d'avoir une bombe et la technologie de compression pour mettre un ogive nucléaire sur un missile, elle en est à 2-3 ans. Donc voilà un peu ce qui semble être un consensus qui est en train d'émerger dans tout ce brouhaha sur les capacités. Il n'y a pas de consensus en réalité, et l'AIEA a dit la semaine dernière que l'Iran ne respectait pas ses engagements en termes d'enrichissement. Absolument. Et c'est vrai qu'à quoi sert un enrichissement à 60% si on n'a pas de programme militaire? Absolument. Donc ils veulent acquérir la bombe, on ne sait pas quand effectivement, parce que ça fait des années. Moi j'étais à Bruxelles à l'époque où on avait des démarches des Israéliens en disant les Iraniens sont à 18 mois de la bombe, et ça remonte à déjà une vingtaine d'années. Guillaume Roquette. Il n'empêche que l'AIEA, pour la première fois, a exprimé effectivement une inquiétude, alors que jusque-là... Et ça, c'est une validation institutionnelle. Et c'est une validation institutionnelle. Oui, mais c'est Guillaume, pas encore la bombe. Oui, non, mais bien sûr. Guillaume Roquette. Cette résolution qui date de jeudi dernier, qui est la première de l'AIEA, aussi ferme, aussi affirmative, depuis 20 ans. Et il me semble que même si les Iraniens n'ont pas encore la bombe, je me prends pas pour Clausewitz, mais il me paraît plus intelligent d'aller les taper avant qu'ils aient la bombe nucléaire plutôt qu'après. Parce que si on peut éviter une guerre généralisée atomique, ça serait quand même mieux. Donc je pense que les Israéliens se sont dit, pour plusieurs raisons, notamment peut-être celle-là, effectivement que ça leur donnait une forme de légitimité. Est-ce que Netanyahou avait ce son des Trump? Je ne sais pas. Simplement, même s'il n'y avait pas un péril immédiat, en tout cas pas plus qu'une seule la semaine précédente. C'est pas comme une réaction après le 7 octobre 2023 où là il y avait vraiment une sorte de réflexe vital chez les Israéliens. Mais là, ça me paraît pas idiot d'essayer d'arrêter le processus avant qu'il soit arrivé à son terme. S'il y a un relatif consensus pour arrêter la nucléarisation militaire, en revanche, s'ils vont plus loin, est-ce que pour vous on entre dans l'aventure? Écoutez ce que disait ce soir le président de la République quand il dit si on veut changer le régime, alors là c'est autre chose. On entre dans le risque du chaos. Nous sommes attentifs à la sécurité d'Israël. Nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, mais comme une démocratie. Nous sommes à ses côtés quand elle lutte contre les groupes terroristes. Mais jamais nous ne partageons les actions de déstabilisation régionale. C'est pourquoi depuis octobre 2023, la France appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Voilà, la voie militaire pour un changement de régime en Iran, ce serait le chaos, dit le président de la République. Je suis d'accord parce qu'il y a des gens qui disent oui mais c'est pas grave parce que l'Iran c'est un pays de toute façon créateur d'instabilité. Donc détruire ce régime va créer de la stabilité. C'est une plaisanterie évidemment. On ne va pas créer de la stabilité sous la théocratie iranienne. Ce qu'il y a vraisemblablement, c'est le chaos, la violence, le séparatisme, la fragmentation, peut-être la guerre civile. C'est ça qu'il y a sous la théocratie. Avant de la changer, il faut vraiment réfléchir. Mais surtout, le risque, si vous voulez, je continue de réfléchir. En fait, là, le régime, ce qu'il a clairement compris, c'est que sans la bombe, il est menacé. Et donc, effectivement, de même qu'on a dit qu'il faut aller jusqu'au bout du projet sur le nucléaire militaire, il faut aller jusqu'au bout de ce régime. Parce que s'il tient, il va derrière, assurément, mais alors essayer le plus vite possible de se doter de l'arme nucléaire. Il n'y aura plus aucun doute à ce sujet, parce qu'en fait,
toute la question sur les 408 kilos d'uranium enrichi à 60%. On peut faire une arme avec ça. Est-ce qu'il le voulait ? Est-ce qu'il en avait l'intention ? Mais est-ce que vous faites le distinguo entre détruire les sites nucléaires, ça c'est une chose, mais tuer en nombre les dirigeants politiques, c'est pas des enfants de cœur, hein, peu de gens, peu de démocrates les regrettent, mais enfin, c'est quand même détruire un appareil dirigeant. On pourrait le faire pour beaucoup d'autres dictatures à ce compte-là. Non mais encore une fois, les assassinats extrajudiciaires et la décapitation d'un régime aussi odieux soit-il complètement hors des clous du droit international, c'est une jurisprudence qu'on est en train d'installer. C'est une violation flagrante du droit international. Aussi détestable soit ce régime, il faut faire très attention à ce que ça prépare pour la suite. C'est-à-dire que je le dis, je le redis, ces propositions, elles sont réversibles. Quand on va vouloir faire des leçons à des gouvernements qui Vous rappeliez agressent, que le dirigeant syrien, il a la totale. Il a été membre d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Là, dans un CV, il y a tout, là. Il ne peut pas faire pire.